nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, les titres. Le projet Niamey-Niala traite-t-il encore? L'insalubrité continue encore à régner dans notre capitale. Vous aurez un dossier dans ce journal-là. Grâce à l'AVC de Belgique, un partenaire de la CNT, le CEG de Soudouré sera bientôt électrifié. La cérémonie de remise du chèque d'un montant de 2 millions de francs CFA a eu lieu ce matin à Soudouré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Les réactions commencent à tomber suite à la décision d'Areva d'arrêter les travaux d'exploitation de l'uranium à la Cominac et à la Somaïra. Pour le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives, cette attitude d'Areva vise à faire fléchir le gouvernement du Niger par rapport aux nouvelles négociations sur le contrat minier. Madame Soli Ramatou, elle est coordinatrice nationale du GREN. D'une circulaire qui a été éditée hier pour demander aux travailleurs l'arrêt de la production, faire une production zéro en 2014. Ensuite, mais cette circulaire, on ne l'a pas vue et jusqu'ici, on attend de voir. Donc pour le moment, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas eu une lettre non plus, que ce soit par les nets ou une lettre officielle. Et ensuite, à 17h30 hier, il y a eu une réunion à l'amphithéâtre de la Cominac, où le DG de la Cominac a réuni les techniciens, les agents supérieurs en fait de la Cominac pour leur dire qu'on va arrêter la production jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà les informations qui nous sont parvenues. Maintenant, qu'est-ce que cela induit? Premièrement, dès que la population et les travailleurs ont appris la nouvelle, c'est une psychose. Parce qu'arrêter la production, ça veut dire mettre tous les travailleurs au chômage. Deuxièmement, tout celui qui a un parent à Arlit va s'inquiéter. Quel sera le sort de mon parent? Qu'est-ce qui va se passer? Troisièmement, si cela s'avère, ça veut dire qu'il y a un mépris total pour l'État du Niger de la part de Areva. D'abord parce que l'uranium est nigérien, ensuite parce que l'État nigérien est quand même actionnaire de la Cominac. Et Areva devrait informer les autorités avant de prendre cette décision, ou même après avoir pris cette décision, ou même prendre la décision en concertation avec l'État nigérien. Maintenant, nous savons que la Cominac fait une production annuelle entre 30 000 et 4 000 tonnes par an. Donc, par mois, à peu près 400 tonnes. Ça veut dire que si on fait production zéro, ça veut dire, en l'an 2014, si on fait production zéro, ça veut dire que le peu dont on se plaint de ne pas avoir là, on n'aura rien du tout. La loi minière 2006, à laquelle nous demandons à Areva de se soumettre obligatoirement, parce que c'est la loi en vigueur, cette loi-là, Areva la rejette. Pour 2 à 3 raisons principales. La première raison, c'est que si cette loi était appliquée, le Niger va gagner plus, non seulement sur le plan des taxes, mais aussi sur le plan de la redevance, mais également sur les exonérations dont Areva est en train de bénéficier sur les hydrocarbures, par exemple. En 1968, lorsque le contrat a été signé, le Niger n'était pas producteur d'hydrocarbures. Et donc, tous les hydrocarbures qu'Areva importait pour venir travailler étaient exonérés. Maintenant, nous sommes producteurs de pétrole. On ne peut pas comprendre, en tant que pays producteur de pétrole, d'hydrocarbures, qu'on considère que tout ce qu'Areva est en train d'utiliser comme hydrocarbures produits au Niger, qu'on considère comme si cela était importé. Ce n'est pas possible. Autre réaction, celle du président du MPCR. Pour lui, l'arrêt des travaux n'a aucun lien avec les négociations en cours entre le gouvernement du Niger et Areva. Nouarzika a déploré que les autorités ne donnent pas la vraie version au peuple relativement à ces négociations. On l'écoute. Il n'y a absolument aucun rapport entre l'arrêt constaté de l'usine au niveau de la Cominac et même de la Somaïre. Et si c'est pas fait, c'est assuré pour bientôt. Ça n'a absolument rien à voir. C'est que chaque année, à la fin de l'année,
au cours du mois de janvier et fin décembre, début janvier jusqu'à février, ils sont en arrêt à l'usine pour effectivement faire l'entretien. Et cela est observé et a été observé presque toutes les années depuis plus de 20 ans. Donc ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, que les gens parlent de vide juridique, il n'y a pas de vide juridique. On aurait pu considérer qu'il y a vide juridique si le gouvernement n'a pas fait ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est-à-dire le décret que le gouvernement a été amené à modifier en Conseil des ministres pour pratiquement permettre d'observer la constatation d'une sorte de reconduction tacite de la convention qui venait de terminer. Le gouvernement, en décidant de le faire, donc c'est comme si actuellement encore la convention de 2003 vaut jusqu'à ce que une nouvelle convention intervienne. C'est ça la décision que le gouvernement est venu à prendre. Et cela nous a même surpris. Et c'est avec beaucoup de peine que nous avons assisté à cette décision que nous estimons grave du gouvernement. Parce que, comme vous le savez, la question de ces négociations-là, et le problème qui se pose, c'est que le gouvernement n'est pas en train de dire en réalité la vérité aux gens. Le gouvernement, en réalité, il parle un double langage. Il y a le langage officiel apparent pour tout le monde, il y a le vrai langage qui, lui, est le langage opérant. C'est que tout le monde sait, depuis qu'on a signé en 2003 la convention qui était venue à terme le 31 décembre passé, on savait que ça va prendre fin le 31 décembre. Et donc, 1 an et demi ou 2 ans avant, on devait être dans la situation d'engager les négociations avec Areva de manière à terminer 6 mois avant la conclusion de ces accords, de manière à ce qu'on ait une nouvelle convention qui doit s'appuyer sur le nouveau contexte. Vous savez qu'il y a un nouveau contexte. C'est quoi le nouveau contexte? Le nouveau contexte, c'est que en 2006, le Niger s'est doté d'un nouveau code minier qui prévoit un aménagement par rapport au code minier de 1993, sur la base duquel la convention de 2003 avait été élaborée. Et en même temps, il a aussi été dit de manière très précise par rapport à la loi, à la nouvelle constitution, que le gouvernement doit, dans les actions qu'il pose par rapport à cette question des ressources minières et pétrolières, il faut le faire dans la transparence. Toute autre chose à présent dans ce journal, du sourire aux lèvres en ce jour saint de l'islam, donc pour les parents d'élèves et pensionnaires du complexe d'enseignement général de Soudouré. Et pour cause, bientôt le CG de Soudouré sera électrifié grâce à un financement de ACV de Belgique, un partenaire de la Confédération nigérienne du travail, CNT. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu ce matin, un chèque donc d'un montant de 2 millions de francs CFA. D'autres précisions avec notre reporter Omar Issouf. 2 361 000 francs CFA, c'est la somme mise à la disposition du complexe d'enseignement général Soudouré pour son électrification. Et ce, grâce à la Confédération nigérienne de travail, CNT, et son partenaire d'ACV Wassendander de Belgique. En ce jour solennel, nous retiendrons seulement que un engagement pris a été respecté. Il vous souviendra qu'en novembre 2012, nos amis de ACV Wassendander ont visité cette école. Ils ont vu dans quelles conditions les élèves travaillent. Et ils avaient pris l'engagement de faire l'électrification de cette école. Soyez rassurés, monsieur le chef de village, que la CNT et ses partenaires continueront sur cette voie à améliorer les conditions de vie des élèves. Un des élèves nous a fait une demande parce qu'il dit, vous avez vu, nous n'avons pas d'électricité et de temps en temps, on manque ça vraiment. Il a demandé si c'est possible pour nous et la CNT pour faire un effort. Et on a dit, on va voir si c'est possible.
Après notre tour, nous avons discuté avec nos militants et militantes et on a décidé d'organiser quelques activités de festivités pour rassembler de l'argent. Et on a aussi cherché de l'argent chez les partenaires en Belgique. Grâce à leur effort, nous avons eu l'occasion de, par M. Sakou, donner à notre nom un chèque pour l'électrification de l'école de Soudouré. C'est donc suite à une requête d'un élève du complexe d'enseignement général CEG Soudouré en novembre 2012 que ACV a promis de venir en aide à l'école. Ce vendredi, la promesse est tenue et l'établissement sera électrifié dans les jours à venir. Hormis le manque d'électricité, beaucoup d'autres problèmes attendent d'être solutionnés afin de créer un bon cadre d'études aux élèves de cet établissement. Notre établissement est confronté à d'énormes difficultés. Manque de personnel auxiliaire, manque de blocs administratifs dignes de ce nom, manque de latrines aussi bien pour les élèves que pour le personnel, manque de clôture, insuffisance de tables-bancs. Nous avons 9 paillotes. Sur les 9, il y a 5 classes qui n'ont aucune table. Le représentant de la ministre de l'enseignement secondaire a remercié l'acte qu'il trouve généreux. ACV de Belgique n'est pas à son premier geste au Niger. Le jeudi dernier, cette association a doté le centre de reproduction d'un appareil d'échographie d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Et puis, nous venons de l'apprendre à l'instant qu'un premier vol de Nigériens rapatriés de la République centrafricaine vient d'atterrir à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Ils sont au total 145 Nigériens à regagner le bercail donc dans ce premier vol. Un second vol est attendu cette nuit selon notre reporter sur place. Pendant ce temps, ceux qui ne vivent pas dans la capitale Bangui demandent donc aux autorités d'accélérer leur rapatriement. Suivons le témoignage de ce Nigérian vivant dans une région de la RCA. Les gens que le gouvernement du Niger nous a envoyés nous auraient servi. Je les ai une fois appelés pour leur annoncer que nous avons recensé nos gens. Ils nous ont dit d'attendre, ils vont venir pour nous évacuer. 2 jours après, ils nous ont appelés pour nous dire que ce n'est pas possible. On n'a qu'à se patienter. Ça veut dire que nos autorités ne vont pas s'occuper de nous. Je les ai appelés une fois encore. Ils m'ont dit que maintenant l'avion est arrivé. D'attendre, ils vont nous rappeler. Il s'appelle Abdel Karim. On l'appelle, il le rejette par la suite. Actuellement, nous sommes dans une situation critique, mais tout le monde est prêt à quitter. Nous voulons d'abord envoyer les femmes et les enfants. Vraiment, nous voulons que le gouvernement nous sauve. Voilà, c'était là le témoignage d'un Nigérien vivant dans une ville de la RCA et qui demande donc aux autorités d'accélérer leur rapatriement. Pendant ce temps, je disais donc 150 Nigériens vivant donc à Bangui, la capitale, ont regagné le bercail ce soir dans le premier vol. Et un autre vol est attendu cette même nuit selon notre reporter sur place. L'actualité politique, 5 jours après son élection à la tête du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya, le nouveau président Bazoum Mohamed a choisi Zender pour animer sa première conférence ce vendredi. Bazoum Mohamed a axé son intervention sur le comportement des leaders de l'ARR, l'opposition politique, notamment le président du parti Modène FA Lomana. On écoute Bazoum Mohamed. L'opposition actuelle a commencé à parler de notre ethnocentrisme et de notre régionalisme depuis que le Modène Lomana s'est retrouvé dans l'opposition. C'est une personne bien connue, qui a un parti qui est allé aux élections. Il n'a qu'à regarder la carte électorale de son parti pour voir l'état réel qui sont les siens. À chaque fois qu'il s'est retrouvé dans l'opposition, en tout cas comme le chef de l'opposition,
Ça, c'est son argument favori. Qu'il y a du régionalisme et de l'ethnocentrisme. Il y a une exclusion. Quand il est avec le PNDS comme sous la CFDR, comme les chefs de l'opposition, c'est nous, il ne peut pas dire ça. Mais dès que c'est lui le chef de l'opposition, comme c'est le cas aujourd'hui, il enfourche cette trompette. Souvenez-vous, est-ce qu'il y avait, à part la Nigélec, une seule société d'État qui n'était pas gérée par quelqu'un proche de lui? Or, lui se réclame d'une région, s'il vous plaît. Qu'on me dise une seule société d'État à l'époque. Vous vous souvenez du procès qu'il faisait contre le directeur général de la Nigélec, qui était de Diva? Mais toutes les autres sociétés, c'était les siens. Toutes les directions générales des grands services publics étaient gérées par des hommes de son entourage à lui. Je ne parle pas des autres institutions. Non, c'était normal puisque c'est lui. Maintenant, quand lui n'est pas au pouvoir, quoi que vous fassiez, regardez ce régime actuel, regardez les chefs des institutions, les ministères de souveraineté, prenez tous les ministères de souveraineté, c'est-à-dire les affaires étrangères, la justice, l'intérieur, les finances, la défense. Vous n'avez pas un seul de la région de Youssoufou. Prenez tous les ministères économiques, le ministère du pétrole, le ministère des mines, le ministère du plan. Vous n'avez pas un seul de chez Youssoufou. Mais quand lui était Premier ministre, toutes les sociétés, que ce soit la Sonitel, que ce soit la Sonitel, que ce soit je ne sais quoi encore, tout était entre des gens proches à lui. Mais nous n'avons pas dit qu'il faisait de l'ethnocentrisme ou du régionalisme, par pudeur. Mais maintenant que les cartes sont redistribuées, que des Nigériens compétents indistinctement de leur origine ethnique et régionale assument des responsabilités de gestion à la tête de l'État, lui, il trouve le moyen de dire qu'on fait de l'ethnocentrisme parce que lui n'a pas nommé ces gens. Bazoum Mohamed, le nouveau président du PNDS Tareya, qui a animé donc sa toute première conférence de presse aujourd'hui, c'était à Zender, la capitale du Damagaram. Bazoum Mohamed a donc, comme vous l'avez suivi, chargé certains leaders de l'opposition. Un volet reportage dans ce journal. Malgré l'existence d'un ministère en charge de la salubrité urbaine dans le gouvernement dit de large ouverture et l'ambitieux projet Niamey-Niala qui vise à faire de notre capitale une ville coquette, c'est toujours l'insalubrité qui continue à régner dans la ville Niamey. La rédaction de la radio et télévision là-bas et RTL Niger s'est une fois de plus intéressée à ce sujet. Le reportage est signé Michel Légy, Halidou Bourema. Dans certains quartiers pourtant bien urbanisés de la capitale, les scènes d'insalubrité sont toujours désolantes et constituent malheureusement un calvaire pour les riverains. On vient tout verser ici. Moi, j'ai parlé fatigué. Il y en a même qui me demandent si les lieux appartiennent à mes parents. Ce n'est vraiment pas normal. Moi, tout ce que je peux dire aux autorités, il faut savoir si tu as décidé de prendre des choses que pour la population, quoi, que tu as décidé que tu vas faire quelque chose pour la population, ceux qui veulent le prendre, quoi. Maintenant, vraiment, la vie est trop sale, quoi. La vie est trop sale, vraiment. C'est tout dans notre territoire, là. Tu vois comment les gens dévient trop, là, quoi. Mais c'est tout ce, si il y a des choses qu'ils peuvent faire, moi, je l'encourage sinon, quoi. Voilà. Dans certains coins de la ville, en effet, ce sont des eaux usées et des déchets de tout genre qui tentent d'envahir les voies et des places publiques, sous l'œil impuissant des habitants de ces zones et des autorités municipales de la ville de Niamey. Une insalubrité grandissante qui constitue également des germes de danger grave pour la santé des populations, notamment les plus pauvres qui ne cessent de lancer leur cri de cœur.
irga margir ma habu dir habu ba cin har nigdi kaga fisay munir say irsbay kulkir gota ma irgo kwandir heno meri baraido. Nous les femmes du quartier, nous avons même organisé des séances de salubrité, mais en vain. Il faut vraiment que la mairie nous aide, au moins en nous accordant des poubelles. Sinon, nous, on est déjà fatigués des problèmes de ces tas d'ordures. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la propriété d'un espace géographique dépend en partie des attitudes d'hygiène de ses occupants qui créent ces immondices. C'est dire qu'il paraît important que les efforts des municipalités et au-delà du ministère en charge de la salubrité urbaine soient accompagnés de campagnes d'échange et de sensibilisation avec les populations les plus concernées afin de trouver des solutions plus concrètes à ces problèmes récurrents d'insalubrité dans la ville de Niamey. En ce début de nouvel an, l'heure est au vœu de bonne année. Le comité olympique et sportif nigérien consigné par la voix de son président n'a pas failli à la tradition. Succès, solidarité, tels sont les vœux du consigné au mouvement sportif nigérien. On écoute Mamadou Doulatalata, il est le président du consigné. Nous souhaitons évidemment en premier lieu beaucoup de santé à chacun d'entre nous, les sportifs, y compris la presse sportive, beaucoup de solidarité et beaucoup de fraternité et de compréhension entre nous, beaucoup de la tempérance dans nos élans, dans nos échanges. Et on peut considérer que 2013 était une année qui s'est très bien passée au sein du mouvement olympique et sportif. Nous souhaitons évidemment que tout cela se consolide à l'occasion, en tout cas au seuil de l'année 2014. Et nous souhaitons évidemment de meilleurs résultats à l'ensemble de nos disciplines sportives, une meilleure organisation, un meilleur management de ces associations qui prônent un certain nombre de valeurs, des valeurs qui contribuent à, comme on le dit souvent, à mettre un esprit sain dans un corps sain, depuis l'éducation des enfants, des collégiens, jusqu'aux adultes, et même après l'âge adulte, autour de 75 ans, 80 ans, quand l'on voit souvent certains faire du sport, c'est que aussi le sport est un vecteur important de santé sur lequel nous devons mettre l'accent. En tout cas, mes voeux les meilleurs pour l'ensemble du monde sportif, l'ensemble du monde olympique, évidemment au-delà de cela, l'ensemble de nos frères nigériens. L'année 2014 sera essentiellement placée sous le signe de la solidarité. Nous voulons rassembler au maximum tout ce qui est épars. Nous voulons des fédérations plus fortes, des fédérations au sein desquelles les hommes et les femmes qui les animent puissent s'entendre fraternellement, amicalement et donner l'exemple à ceux pour qui nous sommes là, c'est-à-dire les jeunes enfants. Et donc, pour 2014, nous avons la chance aussi d'avoir un ministre qui fait partie de notre environnement, qui connaît très bien notre environnement. Évidemment, nous espérons aussi qu'avec son entre-gens, le monde sportif de façon globale va se réorganiser, va se consolider et engranger de meilleurs résultats pour les différentes disciplines sportives sur le plan national comme international. Nous en venons à l'actualité à l'étranger. En Madagascar, Heri remporte la présidentielle avec 53% des voix. Son rival Robinson Jean-Luc, qui a recueilli 46,5%, conteste les résultats. L'objectif du président élu, sortir le pays de la grave crise économique depuis le coup d'État de 2009. Heri Rajanaharimepian est le nouvel homme du pays. Parce que le grand jour est arrivé. Selon la commission électorale, le favori du président sortant est donné vainqueur.
Il remporte l'élection avec 53,50% des voix contre 46,50% pour Robinson Jean-Louis. Mais son adversaire conteste les résultats. Son état-major a déposé près de 300 recours en annulation. Eri Radjanari Mempian affirme pourtant avoir mis un point d'honneur à respecter le processus électoral. On a fait les choses de manière très correcte. Moi, j'ai donné des consignes pour que ce soit encore respecté. C'est une question d'éthique, de déontologie. C'est la première fois que je me présente à un présidentiel. Je veux quand même être bien élu. La Cour électorale spéciale dispose donc de 15 jours pour examiner les différentes plaintes avant de proclamer officiellement le vainqueur. De nombreux défis attendent ce futur président. Il va devoir regagner la confiance des investisseurs internationaux et des touristes. L'objectif, sortir le pays de la grave crise économique. Depuis le coup d'État en 2009, Madagascar subit les sanctions internationales. Et c'est pendant ce régime de transition que le discret ministre des Finances, ancien comptable, a su gérer tant bien que mal les fonds du pays privés de toute aide. Actuellement, plus de 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, fait la navette entre Palestiniens et Israéliens. Il a rencontré ce vendredi Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, à Jérusalem. Il doit rencontrer à présent Mahmoud Abbas. L'objectif est de parvenir à un accord cadre pour un règlement final du conflit israélo-palestinien. Il le tient dans ses mains, l'accord cadre pour un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Mais pour John Kerry, le plus dur reste à faire, convaincre les deux camps, alors que chacun dit ouvertement ne plus y croire. Exemple, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, numéro 2 du gouvernement, à la tête du parti ultranationaliste Israël Beitenu. Un secrétaire d'État américain qui ne lâche pas l'affaire, 10e déplacement en 9 mois, et pas question à son arrivée d'afficher le moindre doute. Je sais que beaucoup sont sceptiques sur la capacité ou non des deux camps à faire la paix. Mais je voudrais dire que je connais personnellement le pouvoir de la réconciliation. Mais le secrétaire d'État est vite rappelé à la réalité. Les deux camps s'accusent mutuellement de saboter les efforts de paix. Je sais que je suis engagé pour la paix, mais malheureusement à cause des actions et des paroles des leaders palestiniens, il y a un doute grandissant en Israël sur l'engagement des Palestiniens pour la paix. Un doute grandissant et surtout des provocations de part et d'autre. Dernière en date ici sur la très disputée vallée du Jourdain, une frontière naturelle de leur futur État pour les Palestiniens. Mais ce jeudi, place à l'inauguration d'une implantation juive par le ministre de l'Intérieur. Ici, on clame haut et fort que la vallée restera israélienne. C'est une zone cruciale pour la sécurité de notre État et depuis toujours, tous les gouvernements, qu'ils soient travaillistes ou proches du Likoud, ont soutenu la colonisation dans cette région. John Kerry doit faire la navette entre Palestiniens et Israéliens. Au programme, vallée du Jourdain, colonie statut de Jérusalem ou encore retour des réfugiés. Des allers et retours alors que les accrochages se multiplient dans les territoires entre armées israéliennes et palestiniens. En Cisjordanie, ici, on dénonce la mort d'un vieillard tué par l'inhalation de gaz lacrymogène. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de ce week-end à vous en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir. Bon début de semaine.